Fatoumata, tu veux commencer à te présenter? Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Fatoumata Cissé. Je suis consultante RH indépendante. Du coup, moi, j'interviens auprès des gérants d'entreprises et TPE de moins de 50 salariés. J'interviens pour leur venir en aide sur tout ce qui est la partie RH et la partie administrative. Quand ils n'ont pas de personnes en charge à ce niveau-là, et ben moi, je suis là tout simplement pour les assister, les faciliter dans cette gestion. Pour ma part, effectivement, donc, je me présente. Donc, moi, je suis avocat en droit du travail depuis plusieurs années au barreau de Strasbourg. Et effectivement, je fais régulièrement des dossiers du côté des salariés. Ce qui nous a amené, effectivement, Fatoumata et moi, à vouloir aborder le sujet de la rupture du contrat de travail. Du coup, Laure, on peut entamer sur la démission. Alors, par rapport à la démission, qu'est-ce que la démission? La démission, effectivement, c'est un acte de rupture de la part du salarié. Donc, c'est un acte, effectivement, qui est effectué par le salarié, c'est-à-dire que c'est le salarié qui va effectivement décider de rompre son contrat de travail. C'est, je dirais, le mode de rupture qu'on connaît le mieux. La démission, elle peut prendre différentes formes. En réalité, il n'y a pas de modalité précise pour rompre effectivement en matière de démission. Ça peut être sous une simple lettre, ça peut être oralement. Après, d'un point de vue probatoire, c'est vrai que c'est mieux de le faire par écrit. L'important, effectivement, c'est que la démission manifeste l'intention claire et irrévocable de rompre effectivement le contrat de travail. Ça, c'est vraiment la chose importante à comprendre. Par rapport à Pôle emploi aussi, il faut savoir que ça a certaines conséquences, puisqu'effectivement, le fait de démissionner, en principe, n'ouvre pas droit aux allocations de retour à l'emploi. Et du coup, au niveau de l'employeur, quand un employeur réceptionne une démission, il faut savoir que l'employeur n'a pas à accepter la démission qu'il reçoit. C'est le salarié qui décide de quitter son emploi et du coup, il n'a pas besoin de l'accord de son employeur. Il n'y a pas de réelle procédure administrative à suivre lorsqu'on réceptionne une démission. Vous pouvez intégrer dans vos processus l'envoi d'un accusé de réception lorsque vous réceptionnez une démission en main propre, par mail ou par voie postale. Rappelez dans votre réponse la durée du préavis à votre salarié, toujours vérifier en fonction de ce que la loi dit et ce que la convention collective dit également, et à savoir que le préavis peut être dispensé d'un commun accord entre les deux parties, ce qui ne donnera pas lieu à une indemnisation. Maintenant, effectivement, la prise d'acte, ça a une vocation un peu différente par rapport à la démission. La prise d'acte, c'est une volonté du salarié de démissionner, c'est-à-dire il veut rompre son contrat de travail, simplement, il veut rompre son contrat de travail à cause de manquements de l'employeur, à cause de fautes de l'employeur. Il faut que ce soit quand même des manquements qui soient suffisamment importants, c'est-à-dire que il ne faut pas que ce soit l'employeur m'a mal parlé un jour ou voilà, j'ai demandé des congés, je ne les ai pas eus. Il faut que ce soit des manquements quand même qui soient très graves. Par exemple, non-paiement de salaire, par exemple, harcèlement. Ça peut être aussi effectivement des brimades, ça peut être des choses comme ça. Mais il faut que ce soit vraiment des manquements importants pour que le salarié puisse justifier de rompre immédiatement le contrat. La prise d'acte, elle a pour effet en fait de rompre immédiatement le contrat comme la démission. Et l'importance ici, tout à l'heure, je disais que finalement la démission, n'importe quelle forme, c'était pas important. La prise d'acte, ça devient important de le faire par écrit pour montrer que en fait on ne démissionne pas, on rompt le contrat à cause de fautes de l'employeur. Et pour le prouver, il faut qu'on ait un écrit qui détaille les manquements, les fautes qu'on va reprocher à l'employeur.
Donc, c'est vraiment important de le faire. Par contre, le désavantage, effectivement, qu'on retrouve dans le cadre de la prise d'acte, c'est que tant que ce n'est pas requalifié par le Conseil de prud'homme, puisqu'il faut faire une procédure pour faire requalifier effectivement cette prise d'acte en licenciement abusif, vis-à-vis de Pôle emploi, la prise d'acte, elle est considérée comme une démission et elle n'ouvre absolument pas droit aux allocations de retour à l'emploi. Donc, c'est très désavantageux dans la mesure où si le salarié n'a pas, par exemple, de perspective de retrouver un poste ailleurs, eh bien, il va se retrouver dans une situation compliquée pendant plusieurs semaines puisque tant qu'il n'aura pas obtenu la requalification, et s'il ne l'obtient pas, hein, parce qu'il faut que les manquements soient jugés suffisamment graves, eh bien, il peut se retrouver dans une situation qui peut être compliquée pour lui. Oui, et du coup, comme disait Laure, la prise d'acte mène à une cessation immédiate du contrat de travail. Une fois qu'elle est notifiée à l'employeur, sans rétractation possible, donc il n'y a pas de préavis à réaliser. Donc ça, c'est un petit point à retenir. Il faudra donc remettre au salarié ses documents de fin de contrat, donc son dernier bulletin de paye, son attestation employeur, son certificat de travail et son solde de tout compte. Dans ce type de situation, il s'agit là de la première étape d'un contentieux qui va, dans la plupart du temps, mener à une convocation devant le Conseil des prud'hommes, parce que là, ce que le salarié reproche à son employeur reste quand même des fautes assez graves. Donc, moi, ce que je conseille dans ce cas-là, c'est de se faire accompagner par un avocat afin de préparer sa défense et ne pas se retrouver en fait dans une situation où on est tout de suite mis au fait accompli. Voilà. Ensuite, là, nous avons effectivement ce qu'on appelle la résiliation judiciaire. La résiliation judiciaire, c'est un peu comme une prise d'acte, dans le sens où on reproche là aussi à l'employeur d'avoir commis des fautes. Il faut là encore que ce soit des manquements qui soient graves pour justifier la résiliation judiciaire. Là, pareil, c'est important de faire un écrit, parce que c'est cet écrit qui va permettre de formaliser les choses et de formaliser, de détailler les griefs qu'on reproche effectivement à l'employeur. Et ce sera important pour la suite parce que c'est ce qui sera indiqué effectivement dans le cadre de cette lettre qui va, je dirais, lier le salarié et qui va permettre au Conseil des prud'hommes d'apprécier si effectivement la résiliation judiciaire et comme la prise d'acte était justifiée et que les manquements, les fautes de l'employeur étaient suffisamment graves. Comme j'ai dit, ça peut être non-paiement d'heures supplémentaires, ça peut être harcèlement moral, ça peut être refus de donner du travail, etc. etc. Donc, mais il faut que les manquements soient quand même importants. La différence avec la prise d'acte, c'est que la résiliation judiciaire, elles n'auront pas le contrat immédiatement. C'est-à-dire que le contrat se poursuit en attendant que le Conseil des prud'hommes décide si oui ou non on a des manquements graves qui entraîneraient la requalification en licenciement abusif. Donc, pendant ce temps-là, c'est plus sécurisé parce que le salarié reste dans l'entreprise. Et si c'est pas, et effectivement, c'est seulement au jour de la procédure, au jour effectivement du jugement, que effectivement le contrat est rompu, soit il produit effectivement un licenciement abusif si les fautes sont graves, soit il produit une démission si le Conseil des prud'hommes estime par exemple que les fautes qui sont reprochées par le salarié ne sont pas suffisamment graves, ce qui a des conséquences là encore par rapport à Pôle emploi, notamment aux allocations de retour à l'emploi. Comme Laure l'a expliqué, du coup, pour la résiliation judiciaire, là, c'est le Conseil des prud'hommes qui prononce la fin du contrat s'il y a lieu. Là, ce que je donnerais comme conseil, ça serait le même conseil que pour la prise d'acte, hein, c'est de se faire tout de suite accompagner par un avocat dans ce cas de figure afin de préparer sa défense. Étant donné que c'est des faits que vous reproche votre salarié, il va falloir prouver que ce qui est dit n'est pas forcément juste. Donc, c'est de se préparer en avant avec une personne compétente. Et il faut savoir aussi, je tiens à préciser que la résiliation judiciaire sollicitée par l'employeur est irrecevable. Ce n'est pas possible, il n'y a qu'un salarié qui peut faire ce type de demande. Alors ensuite, effectivement, vient la question du licenciement. Le licenciement, vous le savez, c'est lorsque c'est l'employeur, cette fois-ci, qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail. La rupture à l'initiative de l'employeur, effectivement, ce qu'on appelle le licenciement, ça peut prendre plusieurs motifs. C'est des motifs qui restent limités. L'employeur ne peut pas non plus s'amuser à
à, je veux dire, licencier le salarié pour n'importe quel motif, il a quand même des motifs précis. Il a ce qu'on appelle des motifs personnels qui sont propres au salarié en lui-même, et il a des motifs extérieurs au salarié, et plus particulièrement ce qu'on appelle le motif économique. Le licenciement pour motif personnel, du coup, regroupe plusieurs sous-motifs. Celui qu'on connaît le plus, c'est le licenciement disciplinaire, c'est le licenciement pour faute. C'est-à-dire que l'employeur a des fautes à reprocher aux salariés. Ces fautes, nécessairement, il doit s'agir d'éléments intentionnels. C'est ça qui caractérise la faute, contrairement à l'insuffisance professionnelle dont on parlera après. Le licenciement pour faute, il faut un élément volontaire fait par le salarié. Par exemple, le refus d'exécuter son travail, le fait de refuser une instruction, le fait effectivement de critiquer l'entreprise ou de bâcler son travail. Mais il faut une faute intentionnelle. Après, on distingue les différentes catégories de fautes. La faute simple, la faute grave, la faute lourde. La faute grave, c'est vraiment un manquement extrêmement important, plus important que la faute simple, qui va justifier effectivement qu'on rompe de manière immédiate le contrat de travail sans préavis notamment, et qu'on prive le salarié de certaines indemnités de rupture. La faute lourde, elle est encore différente puisqu'elle exige en plus, au-delà de la gravité de la faute, qu'on prouve l'intention de nuire du salarié, c'est-à-dire qu'il ait voulu nuire intentionnellement à l'employeur, ce qui est extrêmement dur dans les faits à prouver, ce qui fait d'ailleurs on a très rarement un licenciement pour faute lourde. Bien évidemment, c'est à l'entreprise de prouver cette faute lourde, et si elle ne le prouve pas, effectivement, le licenciement ne tiendra pas. Ce qui est important de savoir aussi, parce qu'on a souvent ce cliché par rapport à la faute, en disant si je suis licencié disciplinairement, je n'aurai pas le droit à Pôle emploi. Sauf que pour Pôle emploi, le motif de licenciement est indifférent. C'est-à-dire que même si vous êtes licencié pour faute, ça ne vous empêchera pas derrière de prétendre à des allocations de retour à l'emploi. Et pour les différents licenciements, dans tous les cas, l'employeur qui envisage un licenciement doit être en mesure de justifier la réalité et le sérieux du motif qui l'a induit à engager la procédure de licenciement. Il faut retenir un point très important. Si l'employeur reproche une faute au salarié au cours de l'entretien préalable et en fait état dans la lettre de notification, il peut être en difficulté s'il s'avère qu'il n'y a pas de faute. Le choix du motif est très important et primordial dans le fil conducteur dans la procédure. Une fois le motif notifié dans la lettre de licenciement et éventuellement précisé par la suite, là, depuis peu, il y a un article qui est sorti qui dit qu'on peut notifier le motif par la suite de la lettre de licenciement. Le décisionnaire est enfermé dans sa logique. À noter qu'un salarié qui est sanctionné ne peut être sanctionné 2 fois pour le même motif. Du coup, il faut vraiment faire attention quand on donne un avertissement à son salarié pour un certain motif, on ne pourra pas le licencier pour ce même motif. Il faudra trouver une autre sorte. Ce motif-là peut être la cause qui mène au licenciement, mais il ne faudra pas le mettre dans le courrier de licenciement. Et bien évidemment, l'employeur est libre du choix de la sanction qu'il souhaite octroyer à son salarié en fonction de la faute de ce dernier. Alors, par rapport aux licenciements non disciplinaires, c'est ce qu'on appelle les licenciements qui ne sont pas liés à une faute du salarié. On a notamment ce qu'on appelle le licenciement pour insuffisance professionnelle. Le licenciement pour insuffisance professionnelle, c'est quoi? C'est lorsqu'on ne reproche pas une faute intentionnelle au salarié, enfin un fait intentionnel au salarié, mais qu'on lui reproche le fait de ne pas parvenir à exécuter ses fonctions. Qui correspond pourtant à sa qualification. Donc, c'est ça vraiment qui est important de distinguer et ce qui fait que des fois, en tant qu'avocat, on est amené à vérifier que l'employeur reproche bien des faits intentionnels ou non intentionnels, parce que si, effectivement, il y a une mauvaise analyse des faits et qu'on licencie un salarié pour insuffisance professionnelle alors qu'en fait, on était sur des faits intentionnels, ce qu'on peut considérer être comme une faute, eh bien, effectivement, il y a un problème par rapport au licenciement qu'on pourrait contester. Donc, effectivement, l'insuffisance, c'est vraiment l'incapacité du salarié à exécuter son travail. Ça peut être ce qu'on appelle une insuffisance de résultat, si par exemple, des objectifs précis ont été fixés au salarié et auxquels il doit répondre. Donc, effectivement, si le salarié n'est pas capable de remplir les objectifs, de répondre aux objectifs qui ont été remplis, c'est ce qu'on appelle une insuffisance professionnelle.
Là encore, c'est toujours à l'entreprise de prouver qu'il y a cette insuffisance, en prouvant soit que le salarié, effectivement, n'arrive pas à répondre aux résultats, aux objectifs qui sont faits, soit qu'il y a des plaintes, je ne sais pas, de collègues de travail qui trouvent que, effectivement, il y a un problème de rentabilité, il y a un problème de rendement, que ce qui est rendu par le salarié est mal fait, etc. Mais disons qu'il faut apporter des éléments qui montrent que le salarié n'est pas à la hauteur des missions qui lui ont été confiées. Mais bien évidemment, il faut que ce qui lui soit reproché corresponde à sa fiche de poste et notamment à ses fonctions qui sont prévues par le contrat. Ça, c'est aussi extrêmement important. Par rapport à ça, il faut effectivement bien être vigilant à ce qui est prévu par votre contrat de travail, notamment si vous avez une fiche de poste qui vous est remise par l'employeur, vérifier les missions qui vous sont confiées et vérifier que l'insuffisance qu'on vous reproche est en rapport avec les missions et avec votre poste de travail. Par rapport à Pôle emploi, il n'y a pas non plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, le motif de licenciement est indifférent par rapport à Pôle emploi. Vous pourrez parfaitement prétendre aux allocations de retour à l'emploi, même si effectivement vous êtes licencié pour insuffisance professionnelle. Là, en ce qui concerne l'employeur, c'est pareil que le licenciement disciplinaire. Il faut que l'employeur puisse être en mesure de justifier la réalité et le sérieux du motif qui le conduit à engager une procédure de licenciement. Il faut pouvoir donner les moyens à son salarié de pouvoir atteindre les résultats qu'il attend de lui. Il faut pouvoir également lui donner les moyens matériels et les moyens humains pour qu'il puisse atteindre. Et si vraiment tous les moyens ont été donnés et que l'employeur a tout fait de son côté, que malheureusement, le salarié n'arrive pas à atteindre les objectifs qui lui sont atteints, à ce moment-là, effectivement, il peut entamer une procédure de licenciement. La procédure de licenciement reste plus ou moins la même, qu'elle soit un licenciement disciplinaire ou un licenciement non disciplinaire. Du coup, là, on a mis quelques exemples également pour d'autres types de licenciements. Je vais laisser Laure les énumérer. Effectivement, vous avez le licenciement qui est lié à l'état de santé du salarié, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un motif qui est lié à sa santé. Vous avez différents types de licenciements. Vous avez le licenciement pour absence perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise ou ce qu'on appelle le licenciement pour inaptitude. Et du coup, idem, quand un employeur va entamer des procédures de licenciement, bien évidemment, quand c'est des absences, il faut qu'elles soient répétées et prolongées, qui perturbent justement le bon fonctionnement de la société. À ce moment-là, si on a un besoin réel d'une personne sur le poste du salarié absent, à ce moment-là, oui, on peut entamer une procédure de licenciement. Pour l'inaptitude, c'est idem. Souvent, c'est le médecin du travail qui juge de l'inaptitude quand il n'a pas possibilité de reclasser le salarié sur un autre poste. À ce moment-là, on va partir plutôt sur cette optique-là. Et là, nous avons réalisé un calendrier de licenciement pour connaître les dates et les délais à respecter, car un défaut de procédure peut mener à la nullité du licenciement. Donc, il faut vraiment bien respecter ces procédures. Donc, la convocation préalable au licenciement, quand on convoque le salarié pour un entretien, ça ne veut pas dire qu'on a déjà pris la décision de le licencier. C'est pour pouvoir échanger avec lui, pour lui énumérer les faits qu'on lui reproche en quelque sorte et voir ce que lui il a à nous dire et à nous faire comme retour. Et à ce moment-là, si ce qui se dit durant cet échange ne nous convient pas, ou qu'on reste, ou que notre décision est fixée, qu'on se dit qu'on souhaite quand même licencier notre salarié, à ce moment-là, il faudra faire l'entretien, comme dit, pardon, je me suis emmêlée, faire l'entretien, donc bien préciser dans le courrier d'entretien que le salarié peut se faire assister, que s'il se fait assister, qu'il prévient l'employeur au préalable. Une fois l'entretien passé, l'employeur a 48 heures pour notifier sa lettre de licenciement et pas avant. Donc, il faut vraiment respecter ce délai-là et pour que la procédure soit faite en bonne et due forme. Je ne sais pas si Laure a des choses à dire concernant ce type de procédure au niveau des salariés.
Alors, par rapport aux procédures, notamment pour tout ce qui est justement les procédures par rapport à l'état de santé, je dirais par rapport à l'absence perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise, je dirais qu'on est sur quelque chose de particulier aussi, parce qu'il faut se rappeler que dans ce type de cas, on a à la base un salarié effectivement qui est absent, dont le contrat de travail a été effectivement suspendu, ou effectivement on va avoir une procédure de licenciement qui va être engagée, en sachant, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, par rapport à ce premier motif de licenciement, qu'il faut non seulement effectivement des absences qui prouvent la perturbation au niveau de l'entreprise et qu'on ait un remplacement définitif du salarié par l'entreprise. L'inaptitude, pareil, le calendrier est un peu particulier parce que pour qu'il y ait une aptitude, il faut à la base qu'on ait un avis d'inaptitude qui soit rendu par le médecin du travail. Donc en fait, l'employeur, il est un peu soumis aussi à cette procédure-là parce qu'il doit d'abord attendre que le salarié ait entre guillemets fini son dernier arrêt de travail, qu'il ait signalé à l'employeur son intention de reprendre son poste, qu'à ce moment-là, seulement une visite de reprise soit organisée par le médecin du travail, parce que c'est que la visite de reprise qui permet de déclarer éventuellement un salarié inapte. Dans le cadre effectivement de cette visite de reprise, eh bien effectivement il y a la déclaration d'inaptitude qui est rendue. Là, l'employeur, effectivement, fait ses recherches de reclassement, sauf s'il est dispensé par le médecin du travail. Et c'est seulement après avoir fait ses recherches de reclassement qu'il constate qu'il n'a pas de possibilité de reclasser que là, il engage effectivement la procédure de licenciement avec effectivement notification de l'impossibilité de reclasser le salarié, convocation à l'entretien préalable et lettre de notification du licenciement. Donc effectivement, on est sur un calendrier qui est encore plus complexe dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude parce que à la fois le salarié et à la fois effectivement l'entreprise, Fatoumata, tu confirmeras, sont soumis effectivement à des événements extérieurs qui sont notamment la déclaration d'inaptitude du salarié à son poste de travail par la médecine du travail. Effectivement. Alors, effectivement, là, on va aborder le motif qui est un motif extérieur au salarié, puisqu'on a abordé, en l'occurrence, des motifs, on l'a dit, qui sont internes aux salariés, à savoir les motifs donc, personnels, on a dit le motif disciplinaire, la faute, l'insuffisance professionnelle et les motifs liés à l'état de santé du salarié. Mais il peut arriver que le licenciement ne soit pas lié au salarié en lui-même, mais à un événement extérieur, en l'occurrence des difficultés économiques qui sont effectivement rencontrées par l'entreprise. Alors, il ne peut pas s'agir de n'importe quelle difficulté économique. Hein. Bien évidemment, l'employeur ne peut pas dire « j'ai une petite baisse de chiffre d'affaires, je vais me séparer de mes salariés ». Il faut que l'employeur justifie de difficultés économiques précises, de difficultés économiques graves, des mutations technologiques, une cessation d'activité, une réorganisation de l'entreprise qui est nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité. L'idée étant que l'employeur justifie de difficultés économiques importantes qui rendent nécessaire le licenciement du salarié. C'est-à-dire que l'employeur doit démontrer qu'il n'a aucune autre possibilité que de licencier le salarié. Il ne peut pas juste le réaffecter à un autre poste, il ne peut pas réorganiser l'entreprise. Ça ne suffit pas pour sauvegarder sa compétitivité. Il doit effectivement licencier le salarié. Et par rapport à ça, il faut savoir que l'employeur doit respecter un certain nombre de critères pour licencier le salarié, c'est-à-dire l'ancienneté, le poste, la catégorie professionnelle. Il doit définir d'abord avec le CSE, mais Fatoumata reviendra dessus, un certain nombre de critères pour pouvoir licencier le salarié. Donc effectivement, il y a cette notion de difficulté économique qui doit pouvoir être prouvée. Et après, vous avez effectivement par rapport à la procédure, il faut savoir que c'est un licenciement économique peut être individuel, c'est-à-dire concerner un seul salarié, ou être collectif et concerner plusieurs salariés. Par rapport à la procédure, effectivement, c'est une procédure, je dirais, classique, avec peut-être comme particularité que est proposé, et ça aussi Fatoumata pourra vous en parler, ce qu'on appelle un contrat de sécurisation professionnelle qui est destiné à permettre à faciliter le retour à l'emploi du salarié. Oui, du coup, pour les licenciements économiques, avant qu'on en vienne à un licenciement économique, il faut que l'employeur a l'obligation de consulter tous les ans le CSE concernant les orientations stratégiques de l'entreprise et leurs conséquences sur l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences et de l'organisation du travail. Le CSE émet un avis suite à cette consultation et soumet également des propositions, notamment sur la GPEC, la formation professionnelle.
Il faut savoir aussi que l'employeur est tenu à des obligations d'adaptation et de reclassement avant tout licenciement économique. Souvent, les licenciements économiques arrivent en second lieu. Avant ça, il y a plein de choses en fait à voir pour pouvoir sauvegarder l'emploi et les salariés dans l'entreprise. Et si réellement ce n'est pas possible avec tous les critères que a cités tout à l'heure Laure, à ce moment-là, oui, on peut entamer une procédure de licenciement économique. Mais comme dit, il y a des critères à respecter, il y a un ordre de départ également à respecter. On ne va pas licencier le plus ancien. Enfin, un salarié qui a plus de 40 ans dans une société ne va pas être le premier qui va être dans le plan de licenciement. Il faut aussi noter que les procédures… non, pardon, je me suis perdue. Excusez-moi. Mais du coup, je disais, donc, un salarié qui a plus de 40 ans dans une entreprise ne sera pas le premier à être licencié. En fait, l'employeur va d'abord fixer des critères sur l'ancienneté, sur les postes, les soumettre au CSE, le CSE les valide et à ce moment-là, ils peuvent mettre ça en place pour entamer des licenciements économiques. Les licenciements économiques peuvent être individuels ou collectifs. Donc, il y a des procédures pour les licenciements de moins de 10 salariés, il y a une procédure pour les licenciements de plus de 10 salariés et il y a des procédures pour les licenciements de plus de 50 salariés. Je pense qu'on ne va pas rentrer dans le détail parce que je pense qu'on n'aura pas le temps sur ce type de procédure, mais c'est vrai qu'elles sont… il y a quelques points différents à chaque fois en fonction du nombre de salariés qu'on souhaite licencier à ce moment-là. Alors, il reste effectivement la rupture que l'on connaît, je dirais, assez bien, c'est ce qu'on appelle la rupture conventionnelle, la rupture d'un commun accord. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas comme sur un licenciement ou comme sur une démission où je dirais c'est un acte unilatéral, c'est une décision unilatérale soit du salarié, soit de l'employeur tout seul. Là, la résiliation effectivement la rupture conventionnelle, excusez-moi, l'idée, c'est effectivement qu'il y ait, je dirais, un rapprochement de volonté du salarié et de l'employeur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est la première chose, parce que j'ai souvent des salariés qui viennent me voir, me dire ah ben moi, je veux faire une rupture conventionnelle, comment on fait si l'employeur n'accepte pas? On ne peut jamais forcer un employeur à accepter une rupture conventionnelle. On peut lui proposer, et ça peut avoir un intérêt, notamment, par exemple, si on veut, disons, en terminer amiablement, éviter, je dirais, une procédure contentieuse, si par exemple on a rencontré des difficultés avec le salarié, on peut effectivement envisager la conclusion d'une rupture conventionnelle. Mais le salarié ne peut jamais imposer à l'employeur de le faire. Il faut qu'il le demande. En général, la démarche vient du salarié. Et il faut effectivement que l'employeur accepte effectivement cette rupture conventionnelle. S'il ne l'accepte pas, il faudra envisager d'autres possibilités, d'autres options de rupture. Ensuite, effectivement, la rupture conventionnelle, elle exige effectivement le respect d'une procédure au-delà de l'accord du salarié et de l'employeur. Elle nécessite une procédure précise. Au moins un entretien où effectivement le salarié va discuter avec l'employeur des conditions d'une rupture conventionnelle, notamment est-ce que le salarié est vraiment d'accord, est-ce que moi, salarié, je suis vraiment d'accord pour effectivement rompre mon contrat de travail de cette manière-là, et l'indemnité de rupture conventionnelle, parce qu'effectivement, la rupture conventionnelle, elle est spécifique, elle n'ouvre pas droit aux indemnités de rupture classiques, puisque dans le licenciement, vous avez notamment l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis. Dans le cas d'une rupture conventionnelle, la seule indemnité qui est due, bon, au-delà de l'indemnité compensatrice de congés payés, c'est une indemnité de rupture conventionnelle qui est au moins égale, c'est la seule obligation, à l'indemnité légale de licenciement. L'indemnité légale de licenciement étant égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté et un tiers au-delà de 10 ans, pour que vous ayez un ordre d'idée. Donc concrètement, c'est ça. La rupture conventionnelle, c'est une indemnité minimum, mais qui peut ensuite être négociée entre le salarié et l'employeur. Et donc, effectivement, après, vous avez un process particulier, Fatoumata va revenir dessus, mais qui, disons, est d'un mois, se déroule sur un mois, 15 jours où le salarié ou l'employeur peuvent revenir sur leur décision, dire « Ok, j'ai signé cette convention de rupture qui est signée lors de l'entretien, mais finalement, je ne suis pas si sûre de vouloir passer par cette option de rupture. » À ce moment-là, effectivement, il peut se rétracter. Et ensuite, si aucun des deux
ne s'est rétracté, ni l'employeur ni le salarié, à ce moment-là, la convention de rupture est transmise à l'inspection du travail, qui va l'homologuer. Elle a 15 jours pour le faire, 15 jours ouvrables. Donc, qu'est-ce que va faire l'inspection du travail dans ce cadre? Elle va notamment vérifier qu'il n'y a pas un contexte, je dirais, de difficulté entre l'employeur et le salarié. C'est-à-dire, est-ce que le salarié ne le fait pas alors qu'il se plaignait de difficultés avec son employeur? Est-ce qu'il se plaignait d'être harcelé ou parce qu'il demandait le paiement d'heures supplémentaires? En fait, il veut vérifier que le consentement du salarié n'a pas été vicié. C'est-à-dire que le salarié ne le fait pas pour faire plaisir à l'employeur, entre guillemets, en étant contraint. S'il estime qu'effectivement, la rupture conventionnelle peut cacher des difficultés, un conflit entre l'employeur et le salarié, il peut refuser d'homologuer la rupture conventionnelle. Auquel cas, là encore, retour à la case départ, le salarié et l'employeur devront trouver une autre solution. S'il l'homologue, le contrat est rompu au lendemain de l'homologation. Donc, grosso modo, vous avez un mois de délai entre l'entretien qui amène à la conclusion, à la signature de la rupture conventionnelle et effectivement la rupture du contrat de travail. En sachant qu'effectivement, bien évidemment, vous le savez, la rupture conventionnelle, c'est son avantage principal, ouvre droit effectivement aux allocations de retour à l'emploi. C'est ça. Du coup, à noter aussi pour l'employeur, c'est que la rupture conventionnelle du contrat de travail peut être conclue avec tous les salariés d'un contrat à durée indéterminée. Du coup, on ne peut pas faire une rupture conventionnelle avec un CDD ou un contrat d'apprentissage ou un contrat d'alternance. C'est une information qu'il faut bien conserver et se mettre dans un coin de la tête. Comme ça, si on a un salarié qui nous demande une rupture conventionnelle, ça nous fait tout de suite tilt de savoir si ce salarié est en CDI ou s'il est en CDD. S'il est en CDD, vous savez que ça n'est pas possible. Et s'il est en CDI, à ce moment-là, les négociations peuvent commencer. Aussi, quand l'employeur réceptionne une demande de rupture conventionnelle, il faudra à ce moment-là convoquer le salarié à un minimum ou à plusieurs entretiens auxquels les deux parties peuvent être assistées et cela est stipulé dans le courrier de convocation. Si le salarié est assisté et que l'employeur ne souhaite pas se faire assister, c'est possible. Par contre, si le salarié n'est pas assisté, l'employeur n'a pas la possibilité, lui, de son côté, de se faire assister. Il faut savoir que dans le Code du travail, il ne prévoit rien en ce qui concerne le moment et le lieu où doivent se tenir le ou les entretiens. Souvent, les entretiens sont faits pendant les heures de travail du salarié, donc bien évidemment payés aux salariés. Il convient dans la pratique aussi de fixer l'entretien à une date assez éloignée pour que les deux parties aient le temps de faire appel justement à une personne qui puisse les assister. Souvent, on se fixe une date de 5 jours ouvrables. C'est un minimum. Après, si vous voulez mettre un peu plus, libre à vous. Le Code de travail également ne prévoit rien en ce qui concerne à quelle date doit être signée la convention. La convention doit être signée après le ou les entretiens. Ça, c'est une chose qui est sûre. Bien évidemment, elle n'est pas signée avant l'entretien. Une fois que la convention est signée, comme l'expliquait Laure, il y a un délai de rétractation qui court et c'est un délai de 15 jours calendaires. Donc, il faudra respecter. Comme elle le disait Laure tout à l'heure, si le salarié se dit finalement ce n'est pas une rupture dont il souhaite avoir, à ce moment-là, il peut se rétracter. L'employeur de même, si admettons, je ne sais pas, les indemnités qu'il doit verser à son salarié sont trop élevées pour son budget et qu'il ne souhaite plus. Les excuses peuvent être diverses et variées. À ce moment-là, ils ont 15 jours pour pouvoir se rétracter. Au-delà de ce délai, on envoie la convention à la DRIT pour homologation et il y a également un nouveau délai de 15 jours. Par contre, là, un délai de 15 jours ouvrables qui court. Durant ce délai, la DRIT va traiter le dossier. S'il n'y a pas de réponse, ça vaut acceptation. Donc, à la fin de ce délai, donc le lendemain de ce délai, à ce moment-là, on peut faire la sortie des effectifs du salarié et lui transmettre, comme pour chaque rupture de contrat, ses documents de fin de contrat. Donc, la dernière fiche de paye, l'attestation employeur, le certificat de contrat, le certificat de travail, et le solde de tout compte. Là, on a fait aussi un calendrier représentatif d'une procédure de rupture conventionnelle. Donc, on a mis une date pour la convocation, pour la signature de la convention, ensuite pour le délai de rétractation et ensuite pour la saisie auprès de la DRIT
pour le délai d'homologation et ensuite il y a la sortie des effectifs du salarié. Alors, si on devait un peu conclure sur tout ça, qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit retenir qu'en fait, les modalités de rupture, c'est pas juste je suis licencié ou effectivement je démissionne. Le contentieux, il ne se réduit pas à ça. Et en fait, il faut que vous compreniez par cette présentation qu'en réalité, une rupture peut être anticipée et peut être stratégique. Elle peut être faite de manière stratégique pour être intéressante, notamment, moi, je vais parler pour le salarié. C'est-à-dire qu'il faut vous aussi, au moment où vous arrivez à la conclusion comme quoi vous ne voulez pas vous maintenir dans l'entreprise, il faut vous poser les bonnes questions, vous dire de quelle manière je vais rompre le contrat. La première chose que je dis toujours à mes clients, c'est ne démissionnez jamais. Parce que souvent, j'ai des clients qui viennent me dire ah, j'ai démissionné, mais qu'est-ce que je peux faire? Si vous démissionnez, en fait, c'est extrêmement désavantageux parce que non seulement vous n'avez pas droit aux allocations de retour à l'emploi, mais si par exemple vous avez démissionné en raison de reproches que vous faites à l'employeur, le problème c'est que vous avez démissionné mais sans indiquer que vous le faisiez parce que vous reprochiez un certain nombre de manquements à l'employeur. Donc après, vous ne pouvez pas dire ah ben non, mais en fait, c'était pas une démission, c'était une prise d'acte ou c'était une résiliation judiciaire. Vous ne pouvez pas aller sur ce terrain et ce sera extrêmement compliqué ensuite d'attaquer la rupture devant le Conseil des prud'hommes parce qu'on dira ah ben non, mais vous avez fait un courrier en disant juste que vous démissionnez. On n'est pas du tout dans le cas d'une prise d'acte ou une résiliation judiciaire. Pareil, si vous êtes dans une question dans un problème de santé, c'est-à-dire que vous sentez que soit je ne sais pas, vous êtes harcelé par votre employeur ou vous avez une maladie, par exemple, qui peut être liée à votre travail. Par exemple, je ne sais pas, vous avez mal au coude parce que vous passez votre temps à porter des bouteilles d'eau ou je ne sais pas. Même quand on est caissier, on a un certain nombre de gestes qui sont faits, déjà de manutention qui peut provoquer des maladies. Eh bien, et vous avez fait notamment, par exemple, une procédure dans la CPM, il faut, dans ces cas-là, plutôt se diriger vers une inaptitude. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver en arrêt à un certain moment, eh bien, il faut aller voir le médecin du travail pendant votre arrêt de travail. C'est possible, vous avez le droit de le faire. Beaucoup de salariés ne le savent pas, mais pendant votre arrêt de travail, vous avez parfaitement le droit d'aller voir le médecin du travail pour faire une visite de pré-reprise. Et dans le cas de cette visite de pré-reprise, le médecin du travail va vous dire, écoutez, vu la situation, effectivement, je pense que vous n'êtes plus apte à votre poste et qu'effectivement, je risque de vous déclarer inapte. Et ça vous permettra, vous, d'être licencié pour inaptitude avec des avantages qui sont quand même intéressants dans la mesure où, d'une part, on formalise le fait que si vous êtes effectivement, si vous sortez de l'entreprise, c'est parce que vous avez un problème de santé. Et en plus de ça, effectivement, indemnitairement, vous avez droit à une indemnité de préavis, notamment en cas d'inaptitude professionnelle, c'est-à-dire causée par une maladie professionnelle ou un accident du travail, et vous avez le droit au doublement de l'indemnité légale de licenciement. Surtout, ça peut servir de base si, par exemple, votre accident du travail ou votre maladie professionnelle a été causée par une négligence de l'employeur, en disant, voilà, l'employeur, il a un manquement, il a une obligation de sécurité, il n'a pas respecté cette obligation de sécurité, je ne sais pas, en vous mettant pas à disposition des équipements de sécurité, en vous mettant à disposition du matériel dangereux, eh bien, vous pouvez dire, oui, mais si j'ai eu cette maladie professionnelle, si j'ai eu cet accident du travail, si j'ai eu cette inaptitude, c'est de la faute de l'employeur. Et c'est de la faute de l'employeur si je suis licenciée. Donc, c'est pour ça qu'il faut monter une véritable stratégie. Il faut réfléchir par rapport à votre situation, à vous dire quelle est la meilleure rupture pour moi par rapport à ma situation et si je vais anticiper derrière un éventuel contentieux avec l'employeur. Ça, c'est pour le côté salarié. Mais pareil pour Fatoumata, je pense qu'elle va vous l'expliquer. Il y a aussi une stratégie qu'il faut établir effectivement avec l'employeur. Voilà. C'est ça. Avec l'employeur, il faut mettre en place des processus de rupture de contrat de travail avec ses salariés. Ne surtout pas se précipiter quand vous avez un salarié qui a fauté pour X ou Y raison ou sur sur une chose bien particulière. C'est toujours avoir des procédures pour se dire, OK, mon salarié a fauté sur telle et telle chose. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'entame tout de suite une procédure pour rompre le contrat avec mon salarié? Sauf que derrière, on a des personnes qui restent aussi humaines. On ne va pas juger un salarié qui a 40 ans de loyaux et bons services de la même manière qu'un salarié qui est là depuis un mois. La faute est humaine, heureusement. Donc, à ce moment-là, on va juger
de la gravité de la faute, de qui nous avons en face de nous et de comment nous allons procéder pour justement expliquer à notre salarié, parce que malgré tout, même si un salarié est là depuis des années, il faudra lui expliquer d'une certaine manière que ce qu'il a fait n'est pas bon, n'est pas juste et que vous n'êtes pas d'accord, mais que pour cette fois-ci, vous n'allez pas le sanctionner ou vous allez le sanctionner d'une certaine manière qui sera moins grave que si vous sanctionnez une autre personne qui est là depuis peu et que vous jugez qui n'a pas sa place dans votre société. Surtout aussi, quand vous entamez une procédure, c'est de bien vérifier ce qui se dit dans votre convention collective et ce qui se dit dans la loi, s'entourer de personnes compétentes dans le domaine. Si vous n'avez personne, si vous n'avez pas de RH ou autre, eh ben vous avez toujours des consultants indépendants qui peuvent venir vous aider à ce niveau-là. Et si vous souhaitez tout de suite entamer une réelle procédure parce que vous avez de vraies preuves, à ce moment-là, entourez-vous aussi d'un avocat qui saura vous conseiller et, s'il y a un contentieux, sera également vous représenter. Faire en sorte de toute façon, quand on rompt un contrat, c'est de le rompre avec l'art et la manière et de toujours garder malgré tout de bons liens pour éviter justement tout contentieux et d'avoir justement des procédures supplémentaires, un travail supplémentaire à faire. Voilà. Donc, le conseil que je donnerais moi aux employeurs, c'est de se faire accompagner, de réfléchir avant d'agir et de toujours mettre en place des procédures qu'il faut suivre à la lettre pour éviter justement tout souci interne avec ses salariés. Et aussi peut-être un petit conseil souvent pratique, si par exemple vous êtes notamment convoqué pour une rupture conventionnelle ou pour un entretien préalable à un licenciement, faites-vous assister. Parce que souvent, cet entretien est important parce qu'il permet, je dirais, de formaliser les choses. Il permet aussi au salarié d'exprimer ce qu'il a exprimé. Et le problème souvent, entre guillemets, c'est que le salarié, il va sans se faire assister, il n'est pas préparé. Et en fait, il se retrouve un peu, je dirais, pris au dépourvu, à pas être capable de prendre position. Et souvent, l'employeur, entre guillemets, peut aussi en tirer profit dans la mesure où lui va pouvoir dire bah, vous avez reconnu les faits ou vous avez dit telle chose. Et c'est vrai que, alors je dis pas, je ne généralise pas, loin de là, hein, Fatoumata, pas d'inquiétude, mais simplement, je dirais que pour se protéger, en se faisant assister, le salarié, il aura un conseiller à ses côtés qui déjà pourra l'aider, je dirais, à répondre aux questions, mais qui lui permettra aussi d'avoir un compte-rendu de ce qui s'est exactement dit pendant l'entretien préalable et de dire, bah, moi, lors de l'entretien, j'ai contesté les faits. Lors de l'entretien, vous m'avez posé telle question, et moi, j'ai répondu telle chose. Parce que ça, c'est important parce que tout ce qui se dit aussi lors de cet entretien peut aussi servir dans le cadre de la lettre, de la motivation de la lettre de licenciement qui va être faite par l'employeur. Et c'est aussi l'occasion, l'entretien préalable, vous, salariés, de demander des explications aussi à l'employeur, dire vous ne me reprochez pas, mais je ne comprends pas parce que vous me dites ça, mais moi je ne comprends pas parce que d'argumenter et de pouvoir tout de suite positionner votre défense par rapport au grief, en sachant que l'entretien, en principe, même si je dois avouer que dans la pratique, ça m'est arrivé assez rarement, peut-être Fatoumata, tu me contrediras, mais en général, l'entretien préalable ne change pas la décision de l'employeur. C'est assez rare que l'employeur, après un entretien préalable, se dise finalement, je ne licencie pas le salarié, je change d'avis parce que ce qui s'est dit lors de l'entretien a changé ma vision des choses. C'est vrai. C'est vrai. Souvent, quand on dit que normalement, l'entretien est censé se dérouler sans avoir de décision finale, mais quand on convoque un salarié pour un entretien préalable au licenciement, c'est que l'employeur a déjà pris sa décision, il suit la formalité et derrière, le licenciement est acté, quoi. Voilà, donc à partir de là, je ne sais pas si vous aviez des questions, hein, parce que le but de ce webinaire, c'est d'être avant tout interactif. Donc, vous pouvez poser des questions dans la discussion directement, parce que le but, c'est aussi de pouvoir échanger avec vous avant tout sur les questions que vous pourriez avoir. Alors, je vois la rupture conventionnelle doit être acceptée par l'employeur à chaque fois. Oui, tout à fait. Alors, Fatoumata complétera, mais oui, c'est pas une obligation. Mais disons que la rupture conventionnelle ne peut pas se faire si l'employeur refuse de la conclure.
C'est ça. Moi, j'ai déjà accompagné des employeurs pour des ruptures conventionnelles. Souvent, quand ils refusaient les ruptures conventionnelles, c'est non pas qu'ils ne voulaient pas laisser s'en aller le salarié, mais c'est derrière l'indemnité qu'ils doivent payer. En fait, eux, ils partent dans une certaine logique, c'est que je paye mon salarié pour qu'il s'en aille. Alors que des fois, malheureusement, c'est des bons éléments, c'est des personnes qu'ils apprécient. Donc, quand ils refusent, ce n'est pas contre la personne, c'est juste que des fois, c'est une question de budget. Il faut savoir bien amener la chose auprès de son employeur. Et puis, si vous avez un projet personnel ou autre, n'hésitez pas à en faire part à votre employeur parce que des fois, ça peut changer et ça peut changer la donne et vous faire avoir l'accord de votre employeur. Mais comme on l'a dit, de toute façon, une rupture conventionnelle, il faut que ça soit d'un commun accord. Donc, il faut que le salarié soit OK et il faut que l'employeur soit OK. On a une question. Mon client a pour projet de reprendre ses études pour un doctorat à l'étranger. D'accord. Et du coup, votre question, la question? C'est votre client, pas votre salarié? C'est quoi exactement la question du coup? Le client, c'est le salarié ou c'est l'entreprise? Bah non, ça ne peut pas être l'entreprise, ça doit être le salarié, j'imagine, qui veut faire un doctorat. C'est quoi exactement la question? Il vient de répondre, c'est un complément à la question de la rupture conventionnelle. Le client, c'est le salarié. Oui. Okay. D'accord. Bah, en fait, il faut que du coup le salarié aille voir l'employeur, lui explique son projet, dire bah, voilà, moi je souhaite rompre mon contrat parce que j'ai tel projet, avec le risque effectivement que l'employeur refuse. Il y a des entreprises, enfin là encore Fatoumata, tu me contrediras, mais il y a des entreprises qui ont pour politique de refuser systématiquement les ruptures conventionnelles. Ça arrive. J'ai des salariés qui me disent je sais que ah bah non, eux ils le font jamais, je le sais, j'ai des collègues qui ont demandé. Ils ne le veulent pas. Il y a d'autres entreprises qui font au cas par cas, mais disons qu'il n'y a jamais d'obligation. L'entreprise peut accepter, mais disons qu'elle peut aussi dire ben, vous n'avez qu'à démissionner. C'est aussi une réponse que peut parfaitement apporter l'entreprise parce que ça a un coût. Mine de rien, la rupture conventionnelle a quand même un coût. Là, Fatoumata, tu pourras confirmer pour l'entreprise. C'est ça, effectivement, il y a un coût pour l'employeur et comme dit, des fois, les employeurs n'ont pas forcément ce budget à mettre pour se séparer d'un salarié. Dans le cas de figure de votre client, à ce moment-là, peut-être pourquoi pas ne proposer ou faire même une demande de congé sans solde, tout simplement, ou un congé sabbatique. Tout dépend de combien de temps il veut partir. Enfin, moi, je sais que j'avais déjà travaillé dans une société où on avait une collègue qui avait demandé un congé sabbatique parce qu'elle avait un projet personnel de faire le tour du monde et elle a pris un congé d'1 an. Du coup, elle est partie 1 an, donc son contrat n'est pas rompu. Elle fait toujours partie de la société, elle fait toujours partie des effectifs. Elle n'est juste pas rémunérée pendant la période où elle est absente. Et du coup, quand elle est revenue, elle a retrouvé son poste, ses qualifications, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment. Avec plaisir, Alexis. Oui, avec plaisir, hein, pas de souci. Mais disons que voilà, ce que vous devez comprendre en tout cas, c'est que, voilà, comme dit, la rupture conventionnelle, c'est une option de rupture, mais effectivement, il faut avoir de la chance, entre guillemets, sur l'entreprise sur laquelle on tombe pour qu'ils acceptent. Mais ça peut être aussi à double tranchant pour le salarié, dans la mesure où si derrière le salarié avait géré un contentieux avec l'employeur, ce n'est pas toujours la bonne stratégie parce que du coup, ça laisse à penser qu'il n'y avait pas de difficulté. C'est compliqué, plus compliqué après d'aller devant le conseil des prud'hommes, de dire ah bah oui, mais ok, j'ai fait une rupture conventionnelle, mais derrière, j'avais un certain nombre de choses à reprocher à l'employeur. Alors, ce qui est aussi possible, c'est de négocier avec l'employeur, c'est-à-dire on négocie effectivement une indemnité plus importante pour dire ok, il y avait un certain nombre de griefs, on boucle tout, on donne une indemnité plus importante que l'indemnité minimale et on en finit effectivement avec le litige.
c'est aussi une possibilité de négocier directement dans le cadre de la rupture conventionnelle les éventuelles prétentions qu'on pouvait avoir à côté, rappel de salaire ou indemnité. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Bon, bah alors s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, nous, ça a été un plaisir effectivement de vous présenter cette thématique. On en fera d'autres à l'avenir sur différentes thématiques. N'hésitez pas d'ailleurs à nous suggérer des thématiques qui vous paraîtraient intéressantes. Et puis, nous vous transmettrons, puisqu'on a votre adresse mail, un guide pratique, mais en fait, qui est finalement la présentation aussi, le résumé de la présentation qu'on vous a fait aujourd'hui lors de notre intervention. C'est ça. Du coup, vous avez nos contacts. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser sur nos adresses mail et on vous enverra, comme a dit Laure, le support de présentation qu'on a utilisé aujourd'hui qui pourra vous servir également comme support pour vos éventuelles questions que vous aurez par la suite. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite à tous une bonne soirée. J'ai une question, Laure. Pour obtenir une rupture conventionnelle, si j'avoue à mon employeur que je suis épuisée par le travail au point qu'en conséquence, je souhaite une rupture conventionnelle plutôt que me mettre en arrêt pour une longue durée, serait-il plus ouvert à la rupture conventionnelle? Alors, effectivement, dans ce type de cas, ça peut être, je dirais, un argument de dire attention, soit on fait une rupture conventionnelle et on s'arrête là amiablement, soit je pars sur un arrêt de travail, je me mets en maladie professionnelle, je me dirige vers un licenciement pour inaptitude. Il ne faut pas oublier qu'un salarié en arrêt de travail, pour l'employeur, ce n'est pas pratique non plus, surtout si le salarié est en accident du travail ou maladie professionnelle. Il n'y a qu'un certain nombre de motifs de licenciement qui sont possibles. Donc, un salarié en arrêt de travail, c'est un salarié inactif, c'est un trou, je dirais, dans l'agenda, dans le planning. Donc, ça peut être un argument de dire j'ai les moyens effectivement d'aller vers une maladie professionnelle, de mettre en arrêt, de me diriger vers un licenciement pour inaptitude, mais je suis prêt à en finir amiablement. On fait une rupture conventionnelle, chacun repart de son côté, et moi je renonce effectivement à aller plus loin là-dessus. Parce qu'effectivement, si vous dites que c'est un épuisement lié au travail, ça fait penser au burn-out, ça fait penser à la maladie professionnelle, et ça peut donner lieu à des contentieux derrière à l'encontre de l'employeur, engager une procédure pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, etc. Donc, ça peut aller très loin pour l'entreprise. Donc, ça peut être un argument qui peut être valorisé vis-à-vis de votre employeur. Tout à fait. Oui. Et avant de demander une rupture du contrat, est-ce que vous avez déjà demandé à votre employeur s'il y avait possibilité de réaménager votre poste, vous affecter sur un autre poste qui est peut-être moins épuisant pour vous? Est-ce que vous avez déjà tenté cette approche-là avec votre employeur ou pas? Ok. Bah, moi, ce que je pourrais conseiller, c'est au départ, c'est de tenter cette approche-là avec votre employeur et voir ce qu'il en est en fait. Si votre employeur est à l'écoute et pense au bien-être de ses salariés, à ce moment-là, oui, je pense qu'il pourra vous affecter sur un autre poste qui soit moins épuisant pour vous, parce que le but, c'est de conserver ses salariés, de pouvoir travailler avec eux main dans la main et de faire évoluer leur société. Mais après, si oui, votre employeur n'est pas du tout à l'écoute et qui ne souhaite pas du tout vous venir en aide, vous faciliter dans votre travail, à ce moment-là, oui, comme disait Laure, pourquoi pas nous proposer ce type de rupture à l'amiable et voir ce qu'il répond à ce moment-là. J'arrête sur cette dernière question. D'accord. Oui, je crois qu'on a répondu à peu près aux questions de tout le monde. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers Fatoumata ou vers moi.
Et puis, on vous dit à bientôt pour un nouveau webinaire. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute et à très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.